Mintarké, vous avez choisi de nous accueillir aussi à l'Oasis Rouge. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que l'Oasis Rouge, c'est le siège du Capter et que ça a l'avantage en plus d'être un très bel édifice, c'est un monument historique qui est classé, donc protégé par le ministère de la Culture et qui a l'avantage d'être un très bel édifice en terre. Vous pouvez voir ici, dans le couloir dans lequel on se trouve, que cet édifice a été décoré par des artisans locaux de Timimoun qui ont appliqué des gravures, des sculptures sur argile qui couvrent donc tous les murs du couloir dans lequel on se trouve, enfin la majorité des murs de l'édifice. Et donc ce sont des gravures qui sont, et des sculptures qui sont spécifiques de la région Timimoun voilà, qui offrent un décor absolument magnifique. C'est un endroit qui a toute une histoire, c'est-à-dire ce que ça représente dans la mémoire collective. Oui, en effet, c'est un endroit qui a une histoire. C'est un édifice qui a été construit à la base par le génie militaire pour des raisons purement d'intendance militaire, mais qui ensuite a été, dans les années 20 du siècle dernier, transformé, racheté par la Compagnie Générale Transatlantique pour être transformé en l'un de ces hôtels de la chaîne des hôtels transatlantiques. C'était le Transatlantique de Timimoun. Et c'est un édifice qui, pendant qu'il a été exploité en tant qu'hôtel, a reçu de grandes personnalités du monde. Vous pouvez par exemple voir au fond du couloir la chambre de la déesse du Luxembourg qui est descendue. Et donc voilà, cet édifice a reçu à Timimoun les plus grandes personnalités qui sont passées à Timimoun et c'est ça qui a fait sa notoriété. Et aujourd'hui, c'est le siège du Capter. Oui, aujourd'hui, c'est le siège du Capter, oui, qui est un établissement du ministère de la Culture. Oui. Donc, comment a commencé ce projet qui date quand même de 3 ans? Le projet, le Capter a été monté il y a maintenant... on a recruté notre personnel en 2014, mais le projet est plus ancien que ça. C'est un projet qui date déjà qui date de 2005, le projet de création de cet établissement. Et en fait, on a, au niveau du ministère, décidé de créer cet établissement face au fait qu'on était conscient qu'il y avait un gros problème qui entravait toute tentative de préservation du patrimoine architectural algérien. C'est que tous les centres historiques du pays sont construits avec des matériaux locaux et qu'on s'est rendu compte que l'entrave principale, c'était que les populations ne croient plus aux matériaux locaux, qu'ils sont persuadés que ce sont des matériaux fragiles, que ce sont des matériaux qui appartiennent au passé, que ce sont les matériaux des pauvres, etc. Et que c'est à cause de ça principalement qu'ils refusaient toute tentative de conservation de leur patrimoine parce qu'ils rêvaient de maisons modernes et qu'ils ne réalisaient pas du tout qu'on pouvait moderniser des maisons qui sont construites avec des matériaux locaux, comme c'est le cas dans le monde entier. Dans le monde entier, les centres historiques sont également construits avec des matériaux locaux et ils ont été totalement modernisés de manière à répondre aux besoins contemporains. Et chez nous, les populations sont convaincues que ça n'est pas possible et c'est pour ça qu'elles refusent toute idée d'entretenir ou même de réhabiliter ce patrimoine qui est leur propriété. Voilà, donc on a décidé de créer un établissement qui prenne en charge la problématique de la réhabilitation de l'image des matériaux locaux, parce qu'on sait parfaitement que tant qu'on n'aura pas réhabilité l'image dans l'esprit des populations, donc tant qu'on n'aura pas redonné une vision positive de ce matériau aux populations, on n'aura aucune chance de préserver le patrimoine. Il faut comprendre que le patrimoine architectural s'étend sur tout le pays. Ce sont des milliers de centres historiques des villes et villages d'Algérie. Le problème est le même sur tout le territoire national et si on n'arrive pas à travailler là-dessus, si on n'arrive pas à convaincre tant les populations que tous les intervenants sur ce patrimoine qu'il est viable, on n'arrivera jamais à le préserver. C'est comme ça que le Capter est né. D'accord. Et donc, comment vous œuvrez au sein du Capter à accompagner cette mission et à promouvoir et à réhabiliter les matériaux de terre? Alors, le principe du Capter, c'est que c'est un établissement qui a été réfléchi pour mettre en place une stratégie de réhabilitation de l'image des matériaux locaux, mais que cette stratégie, il est bien évident que c'est une stratégie qui ne peut pas être prise en charge exclusivement par le ministère de la Culture. Elle doit être prise en charge par tous les acteurs qui ont participé
à la création de cette image négative des matériaux locaux. On peut citer parmi eux, par exemple, l'habitat. Il est clair que si aujourd'hui il y avait des maisons contemporaines bâties en terre à Timimoun par exemple, les gens sauraient qu'on peut construire de l'habitat moderne avec le matériau terre et donc ils comprendraient qu'ils peuvent réhabiliter leur maison. Je donne un autre exemple, par exemple les architectes ou les ingénieurs. Quand on sait que nos architectes et nos ingénieurs sortent de leurs écoles sans savoir que la terre est un matériau de construction, parce que la standardisation mondiale des formations a fait qu'ils ne sont plus formés qu'à l'utilisation des matériaux industriels, ben on peut comprendre que ce n'est pas eux qui vont aider à prendre en charge le patrimoine. Ils ont la même vision négative que tout le monde. Donc le principe de cette stratégie, c'est que c'est une stratégie qui œuvre à sensibiliser tous les acteurs qui jouent un rôle négatif dans l'image des matériaux locaux et les assister pour qu'ils jouent un rôle positif. Ce serait par exemple assister les départements d'architecture pour qu'ils montent des formations de spécialisation dans les matériaux locaux. Ce serait aider la formation professionnelle dans les lieux qui s'y prêtent à monter des formations de spécialisation dans l'utilisation des matériaux locaux pour les maçons par exemple. Donc c'est vraiment une stratégie qui prend en charge tous les acteurs et qui de toute façon ne pourra fonctionner que si tout le cercle des acteurs concernés par la dévalorisation de l'image des matériaux locaux jouent le rôle contraire, c'est-à-dire qu'ils rejouent un rôle positif. D'où votre initiative donc, de lancer Architer, qui est donc des rencontres professionnelles qui regroupent spécialistes de l'architecture de terre et étudiants. Absolument. Architer, c'est exactement ça. Architer, donc c'est le Festival culturel international de promotion des architectures de terre, qui est également un festival institutionnalisé par le ministère de la Culture depuis 2012, et qui, donc depuis 2010, parce qu'on avait fait un numéro 0 en 2010, travaille justement à régler ce problème, à tenter de régler ce problème en sensibilisant les étudiants en architecture et en génie civil à la question des matériaux et à la question du patrimoine, parce que c'est vraiment à des fins patrimoniales qu'on le fait. Il s'agit donc de faire venir les futurs acteurs de la construction et de la préservation du patrimoine à l'école d'architecture d'Alger pour les faire travailler durant une semaine avec les plus grands spécialistes mondiaux du matériau terre qui vont leur donner les bases nécessaires à l'apprentissage des techniques de construction en terre, à l'acquisition d'un désir d'approfondir les connaissances en matière de matériaux locaux. Et donc, pendant une semaine, ces étudiants qu'on fait venir de tout le pays, ce sont donc des étudiants d'architecture en génie civil, qui viennent de tous les départements d'architecture et de génie civil du pays, vont, à travers des ateliers pratiques et à travers un séminaire de 2 jours, être totalement sensibilisés à la question des matériaux locaux à des fins de préservation du patrimoine. Donc, nous avons donc une nouvelle génération d'architectes qui vont s'intéresser à la construction en matériaux locaux. Et est-ce que vous pensez que aussi le terrain s'y prête pour ça et le contexte? Le contexte mondial s'y prête, ça ne fait aucun doute, parce que dans le monde entier, on est en train aujourd'hui de retourner massivement à l'utilisation des matériaux naturels. Le bio, ça passe en termes d'architecture par le retour à l'utilisation des matériaux qu'on appelle biosourcés, donc ce sont les matériaux qu'on appelle ici chez nous les matériaux locaux, et ça c'est une tendance mondiale absolument évidente pour des raisons de protection de l'environnement, pour des raisons d'économie d'énergie, et pour des raisons, c'est vraiment la tendance qui va vraiment dans le sens du développement durable. Et donc c'est une tendance mondiale. Et je pense qu'en Algérie, nous n'aurons pas d'autre choix, incessamment sous peu. Et je pense que ce choix, il faudrait qu'on le fasse pour pouvoir le construire, mettre en place tout le terrain nécessaire à la réalisation de cet objectif. Vraiment, je pense qu'il faut absolument qu'on commence à se préparer à retourner au bon sens qui veut qu'on utilise autant qu'on le peut les matériaux locaux dans la construction, ne serait-ce que pour des raisons économiques, c'est-à-dire ce qu'on croit être des méthodes de construction traditionnelles sont finalement au cœur de
de mode de vie et d'existence moderne. C'est pour ça que vous avez choisi de nous faire visiter votre maison. Complètement, complètement. Je veux dire, justement, c'est ça qu'on essaie de faire passer comme message, c'est que le patrimoine, on ne peut réussir à le préserver que si on arrive à le moderniser. Et que contrairement aux idées reçues, il n'y a rien qui empêche la modernisation de ce patrimoine, bien au contraire. Aujourd'hui, la modernité suprême, c'est d'habiter une maison qui est construite avec des matériaux naturels, qui sont des matériaux sains, qui sont des matériaux économes en énergie, etc. Et c'est ça qu'on essaie ici de démontrer, c'est pour ça qu'on travaille. On travaille pour démontrer que, au contraire, on peut faire des choses ultra contemporaines avec les matériaux locaux et notamment le matériau de terre. Ouais. C'est ce que nous allons voir. Oh, absolument, oui. On est bien chez vous, hein. Bah écoutez, moi en tout cas, je m'y sens bien. Oui, un grand jardin, de la verdure, il fait bon. Il fait toujours, enfin, c'est un climat sec ici, donc c'est toujours très agréable. Donc ça fait longtemps que vous viviez ici? Depuis 3 ans ou c'est bien avant que vous Non, avez... je me suis installée définitivement à Timimoun avec la création du Cap-Terre, donc ça fait, enfin avec le recrutement du personnel du Cap-Terre, donc ça fait 2 ans maintenant que je suis installée en permanence à Timimoun. Mais avant, bon, c'est une ville que je voyais une fois par an. Et donc c'est une maison que vous avez choisie. Comment c'était la découverte de cette maison et comment... Ça c'est un pur hasard, ça remonte à loin, hein, bien avant même le projet de création du Cap-Terre. C'est un ami à moi qui est un bâtisseur, c'est pas du tout son travail, hein, mais il a toujours construit des maisons, et en particulier des maisons en terre, que j'ai vu construire cette maison. Et puis un jour j'ai appris qu'il la vendait. Donc voilà, j'ai convaincu mon père de l'acheter, donc c'est vraiment une maison familiale. Et puis bon, comme elle était là, le jour où je suis venue m'installer, évidemment c'est moi qui en profite. Après mes frères et sœurs viennent de temps en temps, 1 fois ou 2 fois par an. Mais voilà, j'ai cette chance de pouvoir vivre dans une maison en terre. Quelle est la particularité justement de l'architecture des maisons à Timimoun? La spécificité des maisons à Timimoun, c'est que d'abord elles sont toutes bâties, enfin majoritairement bâties en terre. Après à l'extérieur de Timimoun, dans certains sols, il y en a qui sont en pierre et terre, mais dans la ville c'est de la terre, avec un soubassement en pierre toujours. Ensuite, du point de vue spatial, ce qui est particulier, c'est que ce sont des maisons qui ont toutes l'équivalent de ce qu'on appelle le patio à Alger. Ici on l'appelle la rahba, c'est-à-dire que c'est un espace central ouvert qui est vraiment le poumon de la maison, et c'est le type d'espace qu'on retrouve sous tous les climats chauds. Donc il va permettre à la maison de respirer, et puis il va permettre également d'être un espace de vie pendant
toute l'année, vous avez vu comme il fait beau ici, donc voilà, c'est l'espace dans lequel les femmes vont cuisiner, etc. Aussi, l'une des particularités, c'est le jnan, c'est la culture des jnan. Alors le jnen traditionnellement, c'est une parcelle de jardin qui se trouve dans la palmeraie, c'est-à-dire que c'est un jardin commun au qsar. Il faut comprendre que le système Fogara, donc c'est le système d'irrigation, qsar et palmeraie est un système indissociable. D'ailleurs, on a des problèmes aujourd'hui du point de vue de sa protection parce que malheureusement, les vgagir dépendent d'un ministère, le qsar dépend d'un autre ministère, et la palmeraie encore d'un autre. Donc c'est un peu compliqué à gérer, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment un système indissociable. Et traditionnellement, je vous disais, le jardin, c'est une parcelle qui se trouve dans la palmeraie, donc c'est une palmeraie qui est commune à tous. Aujourd'hui, il y a cette nouvelle tendance vers l'introduction du jardin à l'intérieur de la maison. Avant, la maison était dans le sol, sans jardin, et le jardin était dans la palmeraie avec tous les autres jardins. Aujourd'hui, on introduit le jardin à l'intérieur de la maison, c'est la nouvelle tendance. Il est clair que vivre dans une maison donc construite en terre, ça procure un bien-être personnel, mais aussi vouloir vivre à Timimoun, c'est aussi une quête, c'est vouloir s'adapter à un mode de vie. Oui, complètement, c'est clair que quand on vit dans un lieu, on s'adapte au mode de vie. Vivre à Timimoun, pour moi, c'est extrêmement agréable parce que justement, comme c'est une toute petite ville, on est encore dans un mode de vie très humain. On n'est pas dans le mode de vie des villes qui aujourd'hui vraiment écrasent l'être humain. On est encore à un rythme tout à fait humain, tout à fait agréable. Moi le matin j'en ai pour 5 minutes, même pas, pour 3 minutes pour aller de chez moi au travail. On ne sait pas ce que c'est que les embouteillages, on ne sait pas ce que c'est que le stress, on perd pas de temps, on est en forme parce que voilà, on subit pas toutes les affres des grandes villes, donc c'est très agréable. Et il va de soi également que quand on vit dans une ville, logiquement, on essaye de profiter de tout ce qu'elle peut nous offrir et notamment des spécificités du point de vue de l'architecture. Donc pour moi, c'était évident, si je vivais à Timimoun, de vivre dans une maison en terre. C'est vrai que ça procure un bien-être extrême. Je veux dire, le matériau terre est un matériau qui permet d'avoir une maison exactement qui offre exactement le même confort que n'importe quelle autre maison, c'est-à-dire que vous pouvez mettre du carrelage ou ce que vous voulez au sol, vous pouvez évidemment mettre de la faïence, avoir une salle de bain comme dans n'importe quelle autre maison, enfin tout est exactement pareil, la seule différence c'est que vous avez des murs en terre et que cette terre offre des avantages énormes. D'abord, c'est un matériau qui régule l'hygrométrie. Ça veut dire que ça régule l'humidité, donc vous allez avoir un confort à l'intérieur, mais vraiment très appréciable. Ensuite, ça offre un confort du point de vue du son qui est très agréable. C'est une isolation phonique très agréable. D'ailleurs, à ce propos, ça me rappelle une petite anecdote amusante. Le mois dernier, je suis passée à Alger parce que j'avais une mission et j'ai cuisiné dans mon appartement à Alger. Qui lui est construit comme tout ce qu'il y a à Alger aujourd'hui avec des matériaux industriels. Et puis au bout d'un moment, j'ai été très dérangée par le bruit de la cocotte. Ça faisait un bruit mais énorme. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle a cette cocotte? Elle a un problème. Donc j'ai été la voir et puis je me suis rendu compte que non, elle avait aucun problème. Et c'est là que j'ai réalisé que c'est simplement parce que j'avais pris l'habitude de cuisiner à Timimoun et que comme la maison est en terre, la terre absorbe les sons. Et là, je me retrouvais avec un son énorme et c'était tout simplement parce que c'était pas dans des murs en terre. Donc, même le confort phonique est énorme dans une maison en terre. Sans parler évidemment du confort en termes de chaleur ou de fraîcheur. Frais l'été, chaud l'hiver, c'est vraiment très très impressionnant. Je vous le disais déjà hier, je crois, mais cet hiver par exemple, on a eu un hiver très clément à Timimoun, je n'ai pas eu besoin de chauffer la maison. C'est très très appréciable. Une maison en béton à Timimoun, vous êtes nécessairement, même si l'hiver est clément, obligé de la chauffer parce que le froid de l'extérieur pénètre dans la maison à la minute. Alors qu'ici, ce qui est particulier aux murs en terre, c'est que ils ont ce qu'on appelle une inertie thermique importante, c'est-à-dire que la température de l'extérieur va mettre à peu près 8 heures à pénétrer à l'intérieur. Donc même quand il fait froid dehors pendant la journée, dedans, il fait très bon. Le froid de l'extérieur va mettre 8 heures autour de 8 heures pour pénétrer à l'intérieur. Et c'est pareil en été. C'est pour ça qu'en été, une maison en terre est très agréable pendant la journée. La chaleur de l'extérieur va mettre à peu près 8 heures pour pénétrer à l'intérieur grâce au mur.
Et donc ça permet d'avoir un confort très agréable pendant toute la journée. La nuit, comme il fait moins chaud, donc les gens vivent sur les terrasses et c'est extrêmement agréable. C'est ça qui a permis d'ailleurs la vie sous ces contrées pendant des millénaires. C'est l'utilisation intelligente des matériaux naturels. Timimoun, c'est une ville qui a résisté, c'est une ville qui essaye plus ou moins de résister aujourd'hui. Nous allons raconter aussi votre rencontre et votre découverte de Timimoun. C'est pour ça que vous avez choisi la terrasse Gourara. Oui, absolument. Oui, oui, la terrasse du Gourara, c'est un vieux souvenir d'abord de ma rencontre avec Timimoun. Et puis ensuite, le Gourara, ça a également été mon lieu de vie quand j'étais étudiante et que je travaillais sur le Rsab de Timimoun. À l'époque, le Gourara, on a eu de la chance, il coûtait pas grand-chose, donc on pouvait en tant qu'étudiant y descendre et voilà, bénéficier de cette magnifique structure construite par Pouillon à chaque fois qu'on venait travailler sur Timimoun. Malheureusement, les étudiants d'aujourd'hui n'ont plus cette chance. La ilaha illallah, al-habib rasulullah. Wa la ilaha illallah, al-habib rasulullah. حجاجي لا مشيتو الزربة مهلو عليا تبطو في بير زمزم وصلوا في بورقيا ارواح يا جمالي ارواح تلاقوا الى قبر النبي وياك تما نتلاقوا ولا إله إلا الله لا إله إلا الله الحبيب رسول الله لا إله إلا الله الحبيب رسول الله والحجاج لا مشيتو سلفة مهلو عليا. Il paraît que c'est la plus belle terrasse de Timimoun. Oui, absolument. C'est le lieu qui offre la plus belle vue sur la nature autour de Timimoun. À partir de là, on voit la Palmeraie et puis la Sepra et au fond le Grand Air occidental, cette étendue de dunes immense qui est absolument magnifique. Donc c'est incontestablement la terrasse de cet hôtel, c'est vraiment une terrasse mythique parce que c'est à partir de là que tous les gens qui découvrent Timimoun viennent profiter du coucher du soleil. C'est comme ça que vous avez découvert superbe. Oui, moi j'ai découvert le Gourara la première fois que je suis venue à Timimoun, ça remonte à très loin, c'était au début des années 90. Et voilà, et le hasard a fait que je suis descendue dans cet hôtel. Et ce qui m'a terriblement marqué, c'est que le premier soir, le soir de mon arrivée, je me suis installée sur la terrasse pour profiter de la vue et du coucher du soleil. Et ce qui était fabuleux, c'est qu'au bout d'un moment, j'entends des chants. Et c'était des chants qui montaient de la Palmeraie. J'ai appris beaucoup plus tard que en fait, c'était de l'ahlil, c'est-à-dire c'est le genre musical spécifique au Gourara. C'est des polyphonies qui sont aujourd'hui d'ailleurs classées patrimoine immatériel universel. Et donc c'était des chants sublimes d'ahlil qui montaient de la Palmeraie. C'est vraiment un souvenir qui m'a terriblement marqué et qui très probablement a fait que j'ai eu après ça un rapport très particulier à la ville de Timimoun. Ouais. Timimoun, donc la ville que vous avez découverte, que vous avez donc décidé, ou vous avez décidé de travailler. Oui, effectivement, moi j'ai découvert cette ville pendant mes études. Donc j'étais venue cette première fois et puis une fois que j'ai mis les pieds dans cette ville et que j'ai découvert ce magnifique patrimoine architectural qui est le sien, c'est-à-dire le Rsab de Timimoun, il était magnifique à l'époque, aujourd'hui malheureusement il est dans un état lamentable parce qu'il est ravagé par le béton, c'est terrible. Mais quand je l'ai eu découvert, j'ai décidé de travailler sur cette ville. Et donc pendant le reste de mes études, j'ai énormément travaillé sur la ville de Timimoun, donc je suis énormément venue dans cette ville et ce patrimoine est un patrimoine absolument fascinant, c'est une intelligence absolument remarquable.
qui a été utilisé ici pour répondre au contexte dans lequel... Justement aussi cet endroit, c'est un endroit qui a de l'histoire, que ce soit des histoires personnelles, une grande histoire, surtout du point de vue architectural. Ça fait une année qu'il a ouvert et on attend toujours qu'il y aurait des touristes, des gens de partout qui reviennent et peupler, si on veut dire, et donner un peu de vie à cette terrasse-là. Et puis donner aussi un sens à toute... Oui, c'est vrai que je vous l'ai dit, hein, oui, c'est un lieu mythique, le Golala. Il fut un temps où cette terrasse était totalement recouverte de monde, où on ne pouvait même pas trouver une place. Il fallait arriver tôt pour bénéficier de la vue sur le coucher du soleil à partir de la terrasse du Golala. C'est vrai que c'est un hôtel qui a été conçu par l'architecte Pouillon, qui est très connu, qui a fait beaucoup, notamment de complexes touristiques un peu partout sur le territoire, et qui a eu, cet architecte, l'intelligence de savoir parfaitement s'intégrer dans le contexte dans lequel il intervenait. Ici, par exemple, au Golala, il a eu cette idée superbe, parce qu'il était à flanc de falaise, avec cette vue en face, il a eu cette idée absolument superbe de faire un hôtel en fer à cheval. Si vous regardez, vous allez voir en fait qu'il a une forme de fer à cheval, avec au milieu une piscine, dans laquelle il va reprendre le système de la Fougara, c'est-à-dire le système du traditionnel d'irrigation, la Palmeraie. Et donc il y a un tas de saguiettes, donc des conduits d'irrigation qui vont passer donc, du premier bassin à la piscine au second, et puis qui vont aller irriguer les jardins. C'est vraiment, il a décidé de s'installer comme ça pour offrir à toutes les chambres le maximum de vues sur la Palmeraie, et il y a parfaitement réussi. C'est vraiment un très beau lieu. Un très beau lieu, et puis qui est un exemple de possibilités. Absolument, qui montre qu'on a en Algérie des structures absolument exceptionnelles pour recevoir les touristes. Voilà. Bah là, on va profiter de cette vue, de cette Ben magnifique vue. Oui. Et je vous remercie de nous avoir accueillis et puis vous faire profiter de cette balade dans la plus belle oasis du monde. Oui, c'est vrai que c'est magnifique. C'est une oasis d'exception, indéniablement.